La pluie tombait encore quand Anne poussa la porte de sa maison. Ses vêtements noirs collaient à sa peau. Ses yeux étaient gonflés de larmes retenues pendant toute la cérémonie. L'enterrement de sa mère avait été éprouvant, mais ce qui l'attendait à l'intérieur allait l'être encore plus. Dans son salon, assise dans son fauteuil préféré comme si elle était chez elle, Valérie feuilletait un magazine. Plusieurs valises étaient pas déposées près de la porte d'entrée, et l'odeur du parfum lourd de sa belle-mère avait déjà envahi l'espace. Anne s'arrêta net. À 30 ans, elle avait appris à contrôler ses émotions. Mais là, elle sentait la colère monter. « Bonjour Anne », dit Valérie sans lever les yeux de son magazine. « J'espère que tu n'as pas fait trop de drame à l'enterrement. » Anne posa lentement son sac à main sur la console. Sa belle-mère de 50 ans n'avait même pas daigné venir aux funérailles de sa propre mère. « Que fais-tu ici, Valérie ?»« Je vais vivre ici avec mon petit garçon. » Valérie tourna enfin la tête vers elle, un sourire satisfait aux lèvres. « Marc m'a donné les clés hier soir. Cette maison est parfaite pour nous deux. » Anne sentit son cœur s'accélérer. Marc, son mari de 28 ans, était parti travailler tôt ce matin. Il n'avait même pas attendu qu'elle rentre de l'enterrement pour parler de cette décision. « Si ça ne te plaît pas, tu peux partir », continua Valérie en se levant gracieusement. « Puisque de toute façon, tu ne sers à rien. » Le silence qui suivit fut lourd. Anne regarda cette femme qui venait d'envahir son foyer, le jour même où elle enterrait sa mère. Cette femme qui l'avait toujours méprisée, qui appelait encore son fils adulte « mon petit garçon », qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Puis, contre toute attente, Anne sourit. Un sourire étrange qui fit tressaillir Valérie. « Tu ne sais pas qui je suis vraiment, n'est-ce pas Valérie ?» La belle-mère fronça les sourcils. Quelque chose dans le ton d'Anne venait de changer. Une assurance nouvelle, presque inquiétante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Anne s'approcha lentement, ses yeux noirs fixant ceux de Valérie. Pour la première fois depuis des années, la belle-mère dominatrice sembla mal à l'aise. « Tu le découvriras bien assez tôt. » Et sur ces mots mystérieux, Anne monta dans sa chambre, laissant Valérie seule avec ses questions et un pressentiment grandissant que quelque chose venait de basculer dans cette maison. 5 ans plus tôt, Anne ajustait sa robe simple devant le miroir de la petite mairie. Pas de dentelle, pas de fleurs, juste une cérémonie discrète comme elle l'avait voulu. À côté d'elle, Marc semblait nerveux, ajustant sa cravate pour la 10e fois. « Tu es sûre qu'on ne devrait pas attendre ?» murmura-t-il. « Ta mère n'approuvera jamais, » répondit Anne calmement. « Nous le savons tous les deux. » Marc avait rencontré Anne à l'université de droit. Elle, brillante étudiante boursière venue de province. Lui, fils unique d'une famille bourgeoise parisienne. Leur histoire d'amour avait été un secret pendant des mois, Marc craignant la réaction de Valérie. La première rencontre avait été un désastre. Valérie avait toisé Anne de haut en bas, remarquant ses vêtements modestes, son accent du Sud, ses mains abîmées par les petits boulots qu'elle faisait pour payer ses études. « Elle n'est pas pour toi, mon chéri », avait-elle dit à Marc ce soir-là. « Une petite bourgeoise sans ambition. Tu mérites mieux. » Mais Marc était tombé amoureux. Anne était différente des filles de son milieu. Intelligente, déterminée, elle travaillait 2 fois plus dur que tous les autres étudiants. Elle parlait de ses projets avec une passion qui l'éblouissait. Le problème était que Marc n'osait jamais contredire sa mère. Depuis la mort de son père quand il avait 15 ans, Valérie l'avait élevé dans une bulle protectrice. Elle prenait toutes les décisions importantes, gérait ses finances, choisissait même ses vêtements. « Elle va finir par accepter », disait Marc à Anne quand elle exprimait ses doutes. Mais Valérie ne lâchait rien. Elle multipliait les remarques acides lors des rares dîners où Anne était invitée. Elle critiquait sa coiffure, ses opinions, sa façon de tenir sa fourchette. Marc restait silencieux, coincé entre les 2 femmes de sa vie. « Pourquoi tu ne dis jamais rien ?» avait fini par exploser Anne un soir. « Elle va s'habituer », avait répondu Marc faiblement. C'est alors qu'Anne avait compris. Marc ne changerait jamais. Il resterait toujours le petit garçon de sa mère. Mais elle l'aimait malgré cette faiblesse, et elle avait décidé de se battre pour leur couple. Le mariage civil fut donc célébré en secret, avec seulement 2 témoins. Anne portait une robe bleue achetée en solde, Marc un costume emprunté à un ami. Quand ils échangèrent leurs vœux, Anne se promit silencieusement qu'elle protégerait leur amour, même contre Valérie. Le soir même,
Ils annoncèrent la nouvelle à la belle-mère. La réaction fut explosive. « Tu as épousé cette fille ?» Valérie était devenue livide. « Marc, tu as perdu la tête. Maman, s'il te plaît. Ne m'appelle pas maman. Tu viens de détruire ta vie. » Anne observait la scène en silence. Elle venait de comprendre qu'elle n'avait pas épousé seulement Marc, mais aussi sa mère, et que la guerre ne faisait que commencer. Anne referma son diplôme de master en droit des affaires avec un sourire discret. Majeure de sa promotion, félicitée par tous ses professeurs, elle venait de recevoir 3 offres d'emploi de prestigieux cabinets parisiens. Mais à la maison, elle gardait le silence. « Comment s'est passé ton examen ?» demanda Marc ce soir-là. « Bien », répondit-elle simplement en rangeant ses affaires. Marc n'insista pas. Depuis leur mariage, il avait pris l'habitude de ne pas poser trop de questions sur les études de sa femme. Valérie lui avait fait comprendre que c'était une perte de temps et qu'Anne ferait mieux de chercher un petit travail convenable. Anne avait choisi sa stratégie. Plutôt que de provoquer des conflits constants, elle avait décidé de construire sa vie professionnelle dans l'ombre. Elle accepta le poste chez Moreau & Associés, l'un des cabinets les plus réputés de Paris, mais dit à Marc qu'elle travaillait dans un petit cabinet de quartier. Les premiers mois furent intenses. Anne se levait à l'aube, prenait le métro jusqu'aux Champs-Élysées et passait ses journées à travailler sur des dossiers complexes de fusions-acquisitions. Ses collègues étaient impressionnés par sa rigueur et son intelligence analytique. Maître Moreau lui-même la félicitait régulièrement. « Vous avez un talent naturel pour les affaires immobilières », lui dit-il un jour. « Avez-vous pensé à vous spécialiser ?» Anne y avait pensé. Elle s'inscrivit discrètement à des formations complémentaires le soir, étudiait les marchés immobiliers dans le métro, analysait les tendances pendant ses pauses déjeuner. Marc croyait qu'elle rentrait tard à cause de petits dossiers qui traînent. Valérie, elle, ne manquait jamais une occasion de critiquer. « Cette fille travaille trop », disait-elle à Marc. « À quoi ça sert de se tuer à la tâche pour quelques euros ? Tu gagnes déjà assez pour vous deux. » Mais Marc ne gagnait pas assez. Son emploi dans une agence de communication était stable mais modeste. Anne s'en fichait. Elle aimait son mari pour ses qualités humaines, pas pour son portefeuille. En revanche, elle détestait dépendre financièrement de qui que ce soit. Au bout de 2 ans, Anne fut promue associée junior. Son salaire tripla d'un coup. Elle commença à mettre de l'argent de côté, ouvrit des comptes épargne séparés, investit intelligemment. Quand Marc lui demandait comment elle arrivait à économiser avec son petit salaire, elle répondait qu'elle était très économe. La vérité était tout autre. Anne gagnait désormais plus que Marc et Valérie réunis. Elle aurait pu s'offrir des vêtements de luxe, des bijoux, des vacances coûteuses, mais elle préférait rester discrète. Elle achetait ses habits dans les mêmes magasins qu'avant, conduisait une petite voiture d'occasion, vivait simplement. Sa grande passion était devenue l'immobilier. Elle étudiait le marché parisien avec la précision d'un expert, repérait les bonnes affaires, analysait les quartiers en développement. À 28 ans, elle acheta discrètement son premier appartement dans le 11e arrondissement. Un investissement locatif parfait. Marc ne sut jamais rien. Anne avait ouvert tous les comptes à son nom de jeune fille, utilisé son adresse professionnelle pour le courrier. Officiellement, il continuait à habiter dans le petit 2 pièces que Marc louait depuis ses études. Puis sa mère tomba malade. Cancer du poumon, diagnostic tardif, pronostic sombre. Anne prit immédiatement les choses en main. Elle organisa les soins, paya les meilleurs médecins, loua une maison avec jardin en banlieue, pour que sa mère puisse finir ses jours dignement. « Comment tu peux payer tout ça ?» demanda sa mère, inquiète. « J'ai des économies, maman. Ne t'inquiète pas. » Anne fit plus que payer les soins. Elle acheta la maison de sa mère pour qu'elle se sente vraiment chez elle. Officiellement, c'était un héritage anticipé. En réalité, c'était un cadeau d'amour d'une fille à sa mère. Durant les 3 années de maladie, Anne jonglait entre son travail exigeant, les soins à sa mère et sa vie de couple. Marc ne comprenait pas pourquoi elle était si souvent absente, si fatiguée. Valérie en profitait pour distiller son venin. « Ta femme te néglige ?» disait-elle. Une épouse normale resterait à la maison. Anne encaissait tout en silence. Elle avait un plan, une vision à long terme. Chaque humiliation de Valérie renforçait sa détermination.
Chaque critique injuste alimentait son ambition secrète. Le jour où sa mère mourut, Anne possédait 4 propriétés à Paris et avait secrètement remboursé toutes les dettes de Marc. Mais personne ne le savait encore. Marc fixait les papiers étalés sur la table de la cuisine, le visage défait. Les lettres de relance s'accumulaient depuis des semaines. Crédit immobilier, carte de crédit, prêt personnel. Les dettes s'élevaient à plus de 80 000 €. « Comment j'ai pu en arriver là ?» murmura-t-il, la tête entre les mains. Anne posa doucement une tasse de café devant lui. Elle connaissait la réponse. Marc avait toujours eu du mal à dire non, surtout à sa mère. Quand Valérie avait voulu refaire sa cuisine l'année dernière, Marc avait souscrit un crédit. Quand elle avait eu absolument besoin d'une nouvelle voiture, Marc avait signé un prêt. Quand elle avait décidé de partir en croisière, pour oublier ses problèmes de santé, Marc avait encore payé. « On va s'en sortir », dit Anne calmement. « Comment ? Mon salaire suffit à peine pour les remboursements minimums. Et si je perds mon travail ? » Marc travaillait dans une petite agence de communication qui licenciait régulièrement. Depuis 6 mois, l'ambiance était tendue, les projets se raréfiaient. Il rentrait chaque soir avec l'angoisse d'être le prochain sur la liste. « Ma mère compte sur moi », continua-t-il. « Je ne peux pas la laisser tomber. » Anne serra les dents. Valérie comptait effectivement sur son fils, mais elle n'avait jamais cherché à comprendre dans quelle situation financière elle le mettait. À 50 ans, elle n'avait jamais travaillé, vivait de sa pension de veuve et des petits cadeaux de Marc qu'elle considérait comme dus. Le lendemain, Anne prit rendez-vous avec le directeur de sa banque. En tant qu'associée d'un cabinet prestigieux, elle avait accès aux meilleurs conseillers financiers de Paris. « Je souhaite faire un virement anonyme », expliqua-t-elle à Monsieur Dubois, son gestionnaire de patrimoine. « Anonyme ? C'est assez rare, madame. C'est pour aider quelqu'un discrètement. Une question de dignité. » Monsieur Dubois hocha la tête. Il avait l'habitude des clients fortunés qui préféraient de rester dans l'ombre de leurs bonnes actions. Il organisa le transfert à travers une société fiduciaire suisse. Officiellement, Marc recevrait l'aide d'un bienfaiteur anonyme. Anne réfléchit longuement au montant. 80 000 € pour effacer toutes les dettes. Plus 20 000 € de réserve pour éviter que la situation ne se reproduise. 100 000 € au total. Une somme considérable pour Marc, mais qui représentait à peine 6 mois de salaire pour Anne. La lettre arriva un mardi matin. Marc l'ouvrit avec méfiance, pensant à une nouvelle facture. Quand il lut le contenu, il devint blanc comme un linge. « Anne, Anne, viens voir !» Elle accourut, feignant l'inquiétude. « Regarde ça, quelqu'un a payé toutes mes dettes, toutes. Il y a même de l'argent en plus sur mon compte. » Anne prit la lettre, fit semblant de la lire attentivement. L'écriture était parfaite. Le papier a en tête d'un cabinet de notaire réputé. « C'est incroyable !» murmura-t-elle. « Un bienfaiteur anonyme. Qui peut bien faire ça ? Je ne sais pas, mais c'est un miracle. » Marc était euphorique. « On va pouvoir respirer enfin. » Anne sourit, émue malgré elle par la joie de son mari. Pour la première fois depuis des mois, elle le voyait vraiment heureux, libéré de cette angoisse permanente qui le rongeait. Bien sûr, il fallut annoncer la nouvelle à Valérie. Sa réaction fut typique. « Bizarre, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Les gens ne donnent pas 100 000 € comme ça. Tu es sûre que c'est légal ? » « Maman, tout est passé par un notaire. C'est parfaitement légal. » Valérie n'avait pas l'air convaincue. « J'espère que tu ne vas pas prendre de mauvaises habitudes. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné de l'argent une fois que ça va recommencer. » Anne observait sa belle-mère avec un mélange de fascination et de dégoût. Même face à un miracle qui sauvait son fils de la faillite, Valérie trouvait le moyen de critiquer. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Marc changea du tout au tout. Il dormait mieux, souriait plus, retrouvait confiance en lui au travail. Anne était heureuse de l'avoir aidé, mais elle gardait son secret jalousement. Cependant, elle ne s'arrêta pas là. Discrètement, elle continua à surveiller les finances familiales. Quand le loyer de Valérie augmenta, Anne organisa un nouveau virement anonyme. Quand Marc eut besoin de réparer sa voiture, l'argent apparut mystérieusement sur son compte. Anne avait mis en place un système parfait. À travers différentes sociétés fiduciaires et cabinets de notaires, elle alimentait régulièrement les comptes de Marc et de Valérie.
Jamais les mêmes intermédiaires, jamais les mêmes montants, toujours avec des justifications crédibles. Héritage d'un parent éloigné, remboursement d'une ancienne créance, prix d'un concours. Marc finit par y croire vraiment. Il se disait que la chance avait tourné, que la vie lui souriait enfin. Valérie, plus pragmatique, se posait parfois des questions, mais l'argent arrivait toujours au bon moment et par des canaux irréprochables. Pendant 3 ans, Anne finança ainsi discrètement la famille de son mari. Elle payait le loyer de Valérie, les vacances de Marc, les réparations de voitures, les cadeaux de Noël. Au total, elle dépensa près de 300 000 € sans que personne ne soupçonne jamais son intervention. Et pendant tout ce temps, Valérie continuait à la critiquer, à la rabaisser, à dire à qui voulait l'entendre qu'Anne ne servait à rien et que Marc méritait mieux. Anne encaissait tout en silence, avec un sourire intérieur. Elle savait qu'un jour, la vérité éclaterait. Et ce jour-là, Valérie comprendrait enfin à qui elle devait sa tranquillité financière. Les derniers jours de sa mère furent les plus difficiles de la vie d'Anne. Dans la maison qu'elle avait secrètement achetée, elle regardait cette femme qui l'avait tout donné s'éteindre lentement. Le cancer avait gagné, malgré tous les soins, tous les traitements coûteux qu'Anne avait financés. « Ma petite fille », murmura sa mère dans un souffle, « tu as été si courageuse, si forte. » Anne lui tenait la main, incapable de parler. Comment dire à cette femme mourante qu'elle était devenue riche, qu'elle aurait pu lui offrir le monde entier? Sa mère était partie en croyant que sa fille luttait encore pour joindre les deux bouts. « Prends soin de toi », continua sa mère, « et ne laisse personne te rabaisser. Tu vaux bien plus que ce qu'il croit. » Ces derniers mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Anne. Sa mère savait. Sans connaître les détails de sa réussite professionnelle, elle avait toujours su que sa fille était exceptionnelle. L'enterrement fut simple, comme sa mère l'avait souhaité. Marc accompagna Anne, la soutint pendant la cérémonie. Valérie, elle, avait trouvé une excuse de dernière minute. Un rendez-vous médical impossible à reporter. En réalité, elle était allée chez son coiffeur. Anne l'avait vue par hasard en rentrant de la banque. Pendant que sa belle-fille pleurait sa mère, Valérie réfléchissait déjà. Elle avait toujours considéré la mère d'Anne comme une pauvre femme qui avait raté sa vie. Mais cette pauvre femme avait vécu dans une jolie maison avec jardin pendant ces dernières années. Une maison qui valait sûrement quelque chose. « C'est dommage que ta mère soit partie », dit-elle à Marc le soir même. « Mais au moins, Anne va hériter de la maison. Ça vous donnera un peu d'air. » Marc hocha la tête distraitement. Il pensait au chagrin de sa femme, pas à l'héritage. Mais Valérie, elle, calculait déjà. 2 jours plus tard, pendant qu'Anne était encore plongée dans les formalités administratives, Valérie prit sa décision. Elle avait toujours trouvé son appartement trop petit, trop bruyant. Et puis, les charges augmentaient sans cesse. Pourquoi continuer à payer un loyer quand une maison gratuite s'offrait à elle? « Marc, » annonça-t-elle au téléphone, « j'ai réfléchi. Je vais m'installer chez vous. »« Chez nous? Maman, on habite un 2 pièces. »« Pas dans votre appartement, voyons. Dans la maison d'Anne. Elle est bien trop grande pour vous deux. Et puis, j'ai besoin de compagnie à mon âge. » Marc essaya mollement de protester, mais comme toujours, sa mère eut le dernier mot. Elle avait cette façon particulière de présenter ses désirs comme des évidences, ses caprices comme des nécessités. « Tu ne vas quand même pas laisser ta pauvre mère vivre seule, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. » Valérie avait tout prévu. Elle ferait des économies en ne payant plus de loyer. Elle pourrait enfin avoir un jardin, comme elle en avait toujours rêvé. Et surtout, elle pourrait surveiller de près la vie de Marc et Anne. Depuis leur mariage, elle soupçonnait Anne d'avoir une mauvaise influence sur son fils. Vivre sous le même toit lui permettrait de reprendre le contrôle. Elle commença immédiatement à faire ses cartons. Ses voisins furent surpris de la voir si pressée de déménager, elle qui se plaignait pourtant sans cesse du stress des changements. « Où allez-vous, Madame Dubois ?» demanda sa voisine du dessus. « Chez mon fils. Il a enfin une vraie maison. Il était temps qu'il pense à sa mère. » Valérie ne précisa pas que la maison appartenait à Anne. Dans sa version des faits, c'était Marc qui avait hérité. Anne n'était qu'une bénéficiaire par mariage. En réalité, Valérie avait toujours eu du mal avec l'idée qu'Anne puisse posséder quoi que ce soit. Quand Marc lui avait expliqué que sa femme avait
hériter de la maison de sa mère, elle avait automatiquement traduit par « nous avons hérité ». Une fille d'ouvrier ne pouvait pas vraiment posséder une vraie maison. Pas seule. Elle arriva donc le matin de l'enterrement avec un camion de déménagement et 3 déménageurs. Pendant qu'Anne disait un dernier adieu à sa mère, Valérie s'installait dans ce qu'elle considérait déjà comme sa nouvelle demeure. Les déménageurs furent surpris. « Vous êtes sûr que les propriétaires sont d'accord ?» demanda l'un d'eux en voyant l'ampleur des affaires à transporter. « Mon fils habite ici », répondit Valérie avec autorité. « Je suis chez moi. » Elle choisit la plus belle chambre, celle qui donnait sur le jardin. Elle fit déplacer les meubles d'Anne dans le grenier, installa ses propres affaires dans le salon principal, accrocha ses photos de famille sur les murs. Quand Marc rentra du travail et découvrit le fait accompli, il était trop tard pour reculer. Les déménageurs étaient payés, les affaires installées, sa mère rayonnante dans sa nouvelle maison. « Qu'est-ce qu'Anne va dire ?» s'inquiéta-t-il faiblement. « Anne devrait être reconnaissante, » répliqua Valérie. « J'apporte de la vie dans cette maison. Et puis, elle aura quelqu'un pour s'occuper du ménage et de la cuisine. Au fond, je lui rends service. » Marc n'osa pas rappeler à sa mère qu'Anne travaillait déjà énormément et que la dernière chose dont elle avait besoin était de s'occuper d'une belle-mère envahissante. Quand Anne poussa la porte de ce qui avait été la maison de sa mère, elle découvrit Valérie installée comme une reine, feuilletant un magazine dans le fauteuil où sa mère s'asseyait pour regarder les oiseaux du jardin. Le choc fut brutal, mais Anne ne dit rien. Pas encore. Elle attendait le bon moment pour révéler qui elle était vraiment. Les 3 semaines suivantes furent un calvaire quotidien pour Anne. Chaque matin, elle découvrait de nouvelles améliorations que Valérie avait apportées à sa maison. La belle-mère avait réorganisé la cuisine, changé la disposition du salon et même installé une télévision énorme dans la chambre principale. « J'ai commandé de nouveaux rideaux », annonça Valérie ce matin-là, en sirotant son café dans la tasse préférée de la mère d'Anne. Ces vieux machins déprimants ne conviennent pas du tout. Anne serra les poings. Ces vieux machins étaient les derniers rideaux que sa mère avait choisis, 6 mois avant sa mort. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Valérie avait pris ses aises. Elle recevait ses amis pour le thé, se promenait dans le jardin comme si elle l'avait planté elle-même, et donnait des ordres à Anne comme à une domestique. « Anne, tu pourrais faire un effort pour le dîner ce soir. J'ai invité Madame Martin, et achète du bon vin, pas cette piquette habituelle. » Anne, qui rentrait épuisée de 12 heures de travail intense au cabinet, acquiesçait en silence. Elle préparait le dîner, servait les invités de Valérie, nettoyait derrière elle. « Votre belle-fille est bien serviable, » disait Madame Martin. « Oh, elle fait ce qu'elle peut, » répondait Valérie avec condescendance. « Ce n'est pas une lumière, mais elle a bon cœur. » Marc assistait à ces scènes sans intervenir. Coincé entre sa mère et sa femme, il choisissait la facilité du silence. Anne observait son mari se transformer jour après jour en spectateur passif de sa propre vie. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un jeudi soir. Anne découvrit sa grossesse l'après-midi même, dans le cabinet de son gynécologue. 3 semaines de retard, elle qui était toujours réglée comme une horloge. Le test était formel. Elle attendait un enfant. Elle rentra chez elle avec cette nouvelle extraordinaire, le cœur battant. Elle imaginait déjà comment annoncer la nouvelle à Marc, comment ils allaient transformer la petite chambre du fond en nurserie. Mais en poussant la porte, elle tomba sur Valérie en pleine crise. « Marc, viens ici immédiatement !» Anne entendit son mari dévaler les escaliers, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Regarde-moi ça !» Valérie brandissait un verre cassé. « Ta femme range n'importe comment. J'ai failli me couper. » Anne comprit immédiatement. Valérie avait cassé le verre, probablement en fouillant dans les placards qu'Anne avait organisés, et lui mettait la faute sur le dos. « Anne, » dit Marc d'un ton las, « fais attention quand tu ranges. »« Excuse-moi, » répondit Anne automatiquement. « Ce n'est pas tout, » continua Valérie. « Cette maison est un désastre. Les draps ne sont pas changés assez souvent. La cuisine n'est jamais vraiment propre. Et ne parlons pas du jardin qui ressemble à une jungle. » Anne sentit quelque chose se briser en elle. Elle venait d'apprendre qu'elle portait la vie, et cette femme la traitait comme la dernière des bonnes, dans sa propre maison, avec l'argent qu'elle gagnait, en utilisant les meubles qu'elle avait payés. « Tu sais quoi, Anne ?» Valérie croisa les bras, un sourire mauvais aux lèvres. «
Je pense qu'il serait temps que tu te rendes utile. Demain, tu nettoieras ma chambre à fond, tu feras mes courses, et tu prépareras un vrai dîner. Pas tes petits plats d'étudiante. Marc baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa femme. Et si ça ne te convient pas, continua Valérie avec une satisfaction visible, tu peux toujours partir. De toute façon, tu ne sers à rien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anne toucha instinctivement son ventre, où grandissait déjà son enfant. Son enfant qui aurait pu grandir dans l'amour et le respect, mais qui risquait de connaître cette atmosphère toxique. Puis, lentement, Anne sourit. Ce sourire étrange qui avait déjà inquiété Valérie le premier jour. « Tu ne sais vraiment pas qui je suis, n'est-ce pas, Valérie ?»« Qu'est-ce que tu veux dire encore ?» répliqua la belle-mère, agacée. Anne se dirigea calmement vers le secrétaire du salon. Elle ouvrit le tiroir secret que sa mère utilisait pour ranger ses papiers importants. Elle en sortit une liasse de documents qu'elle posa méthodiquement sur la table. « Je suis propriétaire de cette maison, Valérie, et de 4 autres propriétés à Paris. » Elle sortit les actes de propriété, les certificats d'investissement, les relevés bancaires. « Je suis aussi le bienfaiteur anonyme qui a payé toutes les dettes de Marc il y a 3 ans, et tous ses problèmes financiers depuis. » Les documents s'étalèrent sur la table. Virements, preuves de paiement, correspondance avec les notaires. Tu ne savais pas que tu vivais entièrement grâce à ma générosité ? Valérie était devenue livide. Elle regardait les papiers sans comprendre. Ses mains tremblaient violemment. Anne continua, touchant son ventre avec une douceur protectrice. « Et tu humiliais la future mère de ton petit-fils. J'ai découvert ma grossesse aujourd'hui même. Tu aurais pu ne jamais connaître ton propre petit-fils à cause de ta méchanceté. » Valérie s'effondra littéralement sur le canapé. Ses jambes ne la portaient plus. Sa respiration devenait saccadée. Elle éclata en sanglots hystériques. Un bébé. Mon petit-fils. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Marc, bouche bée, regardait alternativement les documents et sa mère qui pleurait. Il réalisait enfin l'ampleur de ce qui venait de se révéler. Anne resta debout, droite et digne, ses mains protégeant instinctivement l'enfant qu'elle portait. Après des années de silence et d'humiliation, la vérité avait enfin éclaté. Le silence qui suivit la révélation d'Anne dura une éternité. Valérie sanglotait toujours sur le canapé, ses mains tremblantes tentant d'essuyer les larmes qui coulaient sans arrêt. Marc regardait alternativement sa femme et sa mère, comme s'il découvrait 2 étrangères. Anne savoura ce moment. Après des années de mépris et d'humiliation, elle tenait enfin sa revanche. Cette femme qui l'avait traitée comme la dernière des servantes pleurait maintenant devant elle, réalisant l'ampleur de son erreur. Elle aurait pu expulser Valérie sur le champ. Légalement, elle en avait parfaitement le droit. Elle était propriétaire de la maison. Elle payait tout. Elle n'avait aucune obligation envers cette belle-mère toxique. Un coup de téléphone à son avocat, et Valérie se retrouverait à la rue avant le coucher du soleil. « Anne !» murmura Marc d'une voix brisée. « Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Anne tourna lentement la tête vers son mari. Cet homme qu'elle aimait malgré sa faiblesse, ce père de l'enfant qu'elle portait. Il avait l'air d'un petit garçon pris en faute, perdu entre sa mère et sa femme. « Parce que tu n'aurais pas su le garder secret ?» répondit-elle calmement. « Et parce que ta mère t'aurait manipulé pour que tu me demandes encore plus d'argent. » Marc baissa la tête, sachant qu'elle avait raison. Combien de fois Valérie l'avait-elle convaincue de demander un petit service à Anne ? Combien de fois avait-il cédé aux pressions maternelles sans penser aux conséquences ? « S'il te plaît, » dit-il d'une voix suppliante. « Ne la mets pas dehors, c'est ma mère. » Valérie leva des yeux rougis vers Anne. Pour la première fois de sa vie, cette femme orgueilleuse était à la merci de quelqu'un qu'elle avait méprisé. L'ironie était savoureuse. « Tu peux tout arrêter quand tu veux, » balbutia Valérie. « L'argent, la maison, je n'ai nulle part où aller. » Anne s'approcha lentement. Elle s'assit en face de sa belle-mère, ses mains toujours posées protectivement sur son ventre. L'enfant qu'elle portait grandirait dans cette maison. Il méritait un environnement sain, respectueux. « Tu as raison, Valérie. Je peux tout arrêter quand je veux. » Les sanglots de la belle-mère redoublèrent. Elle qui avait passé sa vie à contrôler, à manipuler, à dominer, se retrouvait complètement impuissante. « Mais, continua Anne d'une voix ferme, je ne suis pas comme toi.
Je ne prends pas plaisir à humilier les gens. Valérie releva la tête, un mince espoir dans les yeux. Tu peux rester et voir grandir ton petit-fils, annonça Anne. Mais à mes conditions. Marc poussa un soupir de soulagement. Sa mère ne se retrouverait pas à la rue. Mais Anne n'avait pas terminé. Première condition. Tu vas me traiter avec le respect que mérite la mère de ton futur petit-fils. Plus jamais d'ordre, plus jamais d'humiliation, plus jamais de remarques déplacées. Valérie hocha la tête frénétiquement. Deuxième condition. Cette maison a des règles. Mes règles. Tu participeras aux tâches ménagères, tu demanderas avant d'inviter qui que ce soit, et tu ne changeras plus rien sans mon autorisation. Anne se tourna vers Marc, qui évitait son regard. Et toi, Marc, tu vas enfin apprendre à protéger ta famille, au lieu d'être un petit garçon à sa maman. Les mots claquèrent comme un fouet. Marc tressaillit, mais pour la première fois, il ne protesta pas. Troisième condition, reprit Anne, en se concentrant à nouveau sur Valérie, tu vas suivre une thérapie. Une thérapie ? Valérie sembla choquée. Tu as un problème avec l'autorité, avec le respect des autres, avec la manipulation. Si tu veux rester dans cette famille et connaître ton petit-fils, tu vas apprendre à changer. Anne se leva, dominant physiquement et psychologiquement cette femme qu'il avait si longtemps méprisée. J'ai pris rendez-vous demain avec Dr Lemoine, une excellente psychologue. Tu iras à chaque séance, tu feras les exercices qu'elle te donnera et tu appliqueras ses conseils. Valérie ouvrit la bouche pour protester, mais Anne l'arrêta d'un geste. Si tu refuses ne serait-ce qu'une de ces conditions, vous partez tous les deux demain matin et tu ne reverras jamais ton petit-fils. Le silence retomba. Valérie mesurait l'étendue de sa défaite. Cette femme qu'elle avait toujours considérée comme insignifiante tenait désormais son avenir entre ses mains. Plus que son avenir, celui de son petit-fils qu'elle ne connaissait pas encore. Et l'argent ? demanda-t-elle timidement. L'argent continuera à arriver tant que tu respecteras les règles. Mais maintenant, tu sauras d'où il vient. Et tu me remercieras à chaque virement. Anne posa une dernière condition, la plus importante à ses yeux. Et quand mon fils naîtra, tu ne l'appelleras jamais ton petit garçon. C'est mon enfant. Tu es sa grand-mère, pas sa mère. Cette phrase atteignit Valérie en plein cœur. Elle qui avait toujours considéré Marc comme sa propriété exclusive, comprenait enfin qu'une nouvelle génération arrivait, avec de nouvelles règles. « Tu acceptes ?» demanda Anne. Valérie regarda une dernière fois autour d'elle. Cette maison confortable, cette sécurité financière, ce petit-fils à venir, elle n'avait pas le choix. « J'accepte », murmura-t-elle. Anne sourit pour la première fois depuis des semaines. La guerre était finie. Elle l'avait gagnée. Les premiers mois qui suivirent l'ultimatum d'Anne furent chaotiques. Valérie oscillait entre efforts sincères et rechutes spectaculaires, comme un alcoolique en sevrage. 50 ans d'habitudes toxiques ne disparaissent pas du jour au lendemain. Le premier rendez-vous chez Dr Lemoine fut un désastre. Valérie revint furieuse, claquant la porte d'entrée. « Cette femme me prend pour une malade mentale. Elle veut que j'écrive mes émotions dans un carnet. » Anne, enceinte de 4 mois maintenant, leva les yeux de son livre sans s'émouvoir. « Tu iras au prochain rendez-vous quand même. » « Je ne suis pas folle. »« Non, mais tu es toxique. Et ça se soigne. » Valérie serra les poings, puis se rappela les conditions. Elle qui avait l'habitude d'exploser en hurlements devait maintenant ravaler sa colère. L'exercice était douloureux, mais la perspective de perdre son petit-fils l'aidait à se contrôler. Marc observait cette transformation avec fascination et terreur. Sa mère, cette femme qu'il avait toujours vue dominer toutes les situations, apprenait maintenant à demander la permission pour inviter une amie à prendre le thé. « Anne, est-ce que je peux recevoir Madame Martin jeudi ? » « Bien sûr, mais tu prépareras toi-même le goûter et tu nettoieras derrière vous. »« Moi ? Mais je ne sais pas faire de pâtisserie. »« Alors tu apprendras, ou tu achèteras. Mais c'est ton invité, c'est ta responsabilité. » Ces petites victoires quotidiennes renforçaient Anne dans sa démarche. Elle ne cherchait pas à humilier Valérie, mais à lui enseigner le respect et l'autonomie. Chaque tâche ménagère que sa belle-mère accomplissait était une leçon d'humilité. La thérapie commença lentement à porter ses fruits. Dr Lemoine était une femme expérimentée qui avait déjà traité des personnalités manipulatrices. Elle expliqua à Valérie les mécanismes de sa toxicité, l'aida à comprendre pourquoi elle ressentait ce besoin constant de contrôler son entourage. « Vous avez peur d'être abandonnée ?» dit-elle lors de la 5e séance.
Alors vous attachez les gens à vous par la culpabilité et la dépendance. Valérie pleura beaucoup pendant ces séances. Elle découvrait que son comportement avec Marc n'était pas de l'amour maternel, mais de la possession. Elle réalisait que sa cruauté envers Anne venait de sa jalousie. Une autre femme avait réussi là où elle avait échoué, en rendant Marc heureux sans le diminuer. Marc, de son côté, vivait sa propre transformation. Anne ne lui passait plus rien. Quand sa mère tentait de le manipuler, Anne intervenait immédiatement. Maman dit qu'elle a mal au dos et qu'elle ne peut pas faire les courses. Alors elle ira chez le médecin, ou elle commandera en ligne. Mais ce n'est plus notre problème. Marc découvrait qu'il pouvait dire non à sa mère sans que le monde s'écroule. Mieux encore, il réalisait qu'Anne était plus forte et plus intelligente qu'il ne l'avait jamais imaginé. Sa femme dirigeait leur vie avec une efficacité redoutable, et il commençait à l'admirer au lieu de la subir. La grossesse d'Anne progressait sereinement. Contrairement à ses craintes, le stress des premiers mois avait laissé place à une paix nouvelle. Elle tenait enfin les rênes de sa propre existence. Au 6e mois, Valérie eut sa première vraie rechute. Anne était partie en déplacement professionnel pour 2 jours. En son absence, la belle-mère avait repris ses vieilles habitudes. Ordres à Marc, critique de la décoration, tentative de manipulation. « Ta femme devient de plus en plus autoritaire », dit-elle à son fils. « Ce n'est pas normal qu'elle contrôle tout dans cette maison. » Marc, qui aurait autrefois acquiescé, eut une réaction qui surprit sa mère. « Cette maison lui appartient, maman, et nous vivons grâce à sa générosité. Tu ferais mieux de t'en souvenir. » Quand Anne rentra, Marc lui raconta tout. La réaction fut immédiate et sans appel. « Valérie, tes affaires. Tu pars ce soir. »« Quoi ? Mais j'ai fait des efforts. C'était juste un moment de faiblesse. Les règles étaient beau claires. Tu les as brisées. » Valérie paniqua. Elle supplia, pleura, promit que ça n'arriverait plus jamais. Marc lui-même intercéda pour sa mère. Mais Anne resta inflexible pendant 3 heures. Finalement, elle accepta une dernière chance, mais avec de nouvelles conditions. Valérie doublerait ses séances de thérapie et ferait du bénévolat dans une association d'aide aux personnes âgées. Tu vas apprendre ce que signifie vraiment aider les autres, au lieu de les utiliser. Cette épreuve marqua un tournant. Valérie comprit qu'Anne ne bluffait pas. Son autorité n'était pas négociable. Pour la première fois de sa vie, elle devait vraiment changer ou perdre ce qui comptait le plus. Sa famille. 2 ans plus tard, le jardin résonnait des rires de petit Théo, qui venait de faire ses premiers pas dans l'herbe fraîche du printemps. À 18 mois, il avait les yeux noirs de sa mère et le sourire chaleureux de son père. Valérie le regardait avec une tendresse qu'elle n'avait jamais connue. Assise sur la terrasse qu'elle avait aidé Anne à rénover, elle tricotait un petit pull bleu en observant son petit-fils découvrir le monde. « Grand-mère, grand-mère !» gazouillait Théo en trottinant vers elle, les bras tendus. Cette simple phrase remplissait Valérie d'une joie pure. Plus de « mon petit garçon », plus de possession maladive. Juste l'amour inconditionnel d'une grand-mère qui avait appris à donner sans prendre. Anne sortit de la maison, un plateau de thé à la main. Elle observa la scène avec un sourire paisible. Cette femme qui jardinage avec Théo, qui lui chantait des berceuses, qui respectait ses siestes et ses besoins, était-elle vraiment la même que celle qui avait envahi sa maison 2 ans plus tôt ? Il commence à dire « maman » très clairement, dit Valérie en prenant Théo sur ses genoux. « Hier, il t'a appelé 5 fois de suite. » Anne s'assit à côté d'elle, versant le thé dans les tasses qu'elles avaient choisies ensemble lors d'une sortie shopping, une activité impensable autrefois. « Docteur Lemoine dit que tu as fait des progrès remarquables, » dit Anne. « Tu peux être fière de toi. » Valérie baissa les yeux, encore émue par chaque compliment sincère. Les séances de thérapie continuaient, mais elles étaient devenues un plaisir. Elle découvrait des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorés, apprenait à exprimer ses émotions sans manipuler, à aimer sans étouffer. « Je voudrais te demander pardon, » murmura Valérie, « pour tout ce que je t'ai fait subir. Tu ne méritais pas ça. » Anne posa sa main sur celle de sa belle-mère. Ce geste, impossible il y a 2 ans, était devenu naturel. « Tu me l'as déjà dit, Valérie, et tu l'as prouvé par tes actes. C'est ce qui compte. » Marc apparut au bout du jardin, rentrant de son nouveau travail. Il avait trouvé un poste dans une agence de communication plus importante, avec de meilleures responsabilités.
Sa confiance en lui, retrouvée, l'avait rendu plus attractif professionnellement. « Papa! Papa !» cria Théo en se précipitant vers lui. Marc le souleva dans ses bras, le faisant tournoyer sous ses rires cristallins. Puis, il s'approcha des deux femmes et embrassa tendrement sa femme. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il à Anne. « Très bien. J'ai signé le contrat pour le projet immobilier de Marseille. 6 mois de travail qui vont nous permettre de financer les études de Théo. » Anne était devenue associée principale de son cabinet. Sa réussite n'était plus un secret, et toute la famille en bénéficiait sereinement. « Et maman ?» demanda Marc en se tournant vers Valérie. « Ta mère a aidé Madame Dupont à déménager ce matin. Elle devient indispensable à l'association. » Le bénévolat avait transformé Valérie. Aider de vraies personnes, en difficulté, lui avait fait comprendre la différence entre le service sincère et la manipulation déguisée. Les personnes âgées qu'elle accompagnait la remerciaient avec une gratitude authentique qui la nourrissait bien mieux que les anciens rapports de force. Le soir tombait doucement. Anne donna son bain à Théo, puis toute la famille se retrouva dans le salon pour l'histoire du soir. Valérie lisait, Marc tenait son fils. Anne écoutait en tricotant. Cette routine paisible contrastait avec le chaos d'autrefois. Chacun avait trouvé sa place dans cette nouvelle harmonie familiale. Plus tard, quand Théo fut couché, les 3 adultes restèrent sur la terrasse à regarder les étoiles. « Tu sais, » dit Valérie en rompant le silence, « je comprends maintenant pourquoi tu n'as rien dit pendant si longtemps. » Anne la regarda, intriguée. « Tu aurais pu nous humilier, nous rabaisser, nous faire sentir notre dépendance. Mais tu as choisi de nous protéger, même de nous-mêmes. » Valérie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Tu m'as donné une seconde chance d'être une bonne mère, une bonne grand-mère. Tu m'as offert le plus beau cadeau, mon petit-fils et une famille unie. » Anne sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette reconnaissance sincère valait toutes les revanches du monde. « Il fallait juste que tu apprennes à mériter cet amour, » répondit-elle doucement. Valérie hocha la tête, une sérénité nouvelle dans le regard. « La vraie richesse, » murmura-t-elle, « ce n'est pas l'argent, c'est l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Tu me l'as enseigné. » Dans le moniteur du bébé, on entendait la respiration paisible de Théo. Cet enfant grandirait dans l'amour, le respect et la bienveillance. Il ne connaîtrait jamais la toxicité des rapports de force familiaux. Anne sourit en regardant les étoiles. Sa plus grande victoire n'avait pas été de révéler sa richesse ou de prendre sa revanche. Sa plus grande victoire avait été de transformer la haine en amour, la toxicité en bienveillance. Parfois, la plus belle des vengeances est de permettre à ses ennemis de devenir meilleurs.